Donc oui, à Strasbourg, il y a effectivement beaucoup de femmes du Nigeria en particulier, Sierra Leone, pays d'Afrique, qui sont arrivées là les dernières années et qui sont venues à nouveau bouleverser tout ce monde de la prostitution, puisque dans les années 96, on a eu les premiers grands réseaux de trafic d'êtres humains sur Strasbourg et dans d'autres villes en France, c'était les pays de l'Est. Et là, depuis 4-5 ans, on dirait, ça a évolué. Maintenant, il y a aussi des femmes du Nigeria qui viennent là. L'ensemble des personnes étrangères victimes de trafic représente 85% à peu près des personnes qu'on rencontre dans la rue. Sur ces 85% donc des personnes étrangères, je pense qu'on n'a pas tout à fait la moitié, mais pas loin, des femmes du Nigeria. Elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus présentes, ça bouge beaucoup. Elles viennent en ce moment, par exemple, d'Espagne, on les déplace d'une ville de France à l'autre, d'un pays d'Europe à l'autre, Espagne, Italie, suivant les contrôles qu'il va y avoir de la police, suivant, voilà, c'est le but du marché aussi, renouveler, changer, donc les trafiquants savent s'adapter, commercialiser, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de Nigérianes qui ont, je dirais que c'est une forme de trafic qui est spécifique dans le sens où on rencontre des femmes qui ont leur culture africaine et où les réseaux ne sont pas organisés de la même façon que pour les femmes des pays de l'Est. Là, c'est plus souvent des mamas, donc des femmes qui gèrent ici localement la prostitution, qui ont le souci de faire que ça marche, que l'argent rentre, qu'on rembourse, etc. Et peut-être plus au pays, il y a des contrôles plus d'hommes. Bon, les hommes sont plus aussi à organiser les voyages, à être passeurs, à écrire les histoires qui peuvent correspondre à un statut de réfugié politique, car il faut savoir que les mafias des pays d'Afrique en particulier ont compris aussi que pour lutter, pour ne pas mettre les femmes en situation d'illégalité, il y avait un moyen d'utiliser la loi française, à savoir la demande de statut de réfugié politique, puisque le Nigeria est malheureusement un pays qui n'a pas actuellement une bonne réputation quant au respect des droits de l'être humain et que des ressortissants de ce pays-là peuvent faire appel à la protection de la France pour protéger leurs droits. Donc il y a toutes les démarches qui sont propres à ce statut de réfugié politique qui mettent du temps, qui est utilisé par les mafias. Ce qui veut dire que ça donne aussi un trafic au niveau des histoires qui sont fausses, qui sont racontées pour s'adapter à un statut qui pourrait éventuellement correspondre à ce statut de réfugié politique. Et il faut savoir que pour les mafias, c'est très intéressant. Ça permet cette demande et l'attente de la réponse du gouvernement français. Tout ce temps-là, qui peut varier de 1 à 2 ans, permet que eux, pendant ce temps d'attente administrative, peuvent exploiter les femmes tranquillement, puisque quand une femme dépose un statut de réfugié politique, elle est en situation autorisée sur le territoire français, mais sans statut pour travailler. Donc ça, c'est un manque, c'est vrai. Et les mafias utilisent ce statut et vont même jusqu'à faire croire aux femmes que ce papier-là, c'est même une autorisation pour mieux se prostituer, et qu'avec ça, c'est le droit de se prostituer, qu'elles doivent attendre un autre papier qui pourrait leur donner un autre droit. Et nous-mêmes, association, combien de fois on doit expliquer à ces femmes qui connaissent très peu de choses, finalement, vu d'un petit village africain, c'est rien, on doit leur expliquer les différences de statut administratif des étrangers en France, et je crois qu'elles sont très loin de s'imaginer ce que ça représente. Là, récemment encore, il y en a une qui maintenant est carrément illégale, puisque toute sa démarche n'a pas abouti, et je relisais avec elle et je lui retraduisais l'histoire qui correspondait soi-disant à sa demande ici, et elle en a pleuré en disant mais c'est pas vrai, puisque l'histoire disait qu'elle avait été témoin du massacre de son père, de sa soeur qui avait été pendue, etc. Alors que moi, depuis des années, elle me disait, elle parlait de sa famille, quoi. Donc pas du tout de famille morte ni massacrée. Et là, elle prenait conscience que cette histoire avait été écrite. Elle me disait, mais moi, tu sais, quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas. On m'a aidé, on m'a fait, c'est pas moi. Et ben, en même temps, ça lui a fait un choc de se dire, mais mince, on a dit ça de ma famille, mais c'est pas possible. Et en même temps, elle est très démunie parce qu'aujourd'hui, elle est sans papier. Donc, il va falloir entrer dans une procédure où elle va raconter, et c'est très rare, elle va oser raconter sa véritable histoire. Parce que si on va obtenir de l'aide, il faut arriver à un minimum de vérité. Et ce qui n'est pas simple, parce que je le disais, par rapport aux Africaines, il y a toutes les pratiques vaudou qui les rendent dans un état de soumission incroyable. Enfin, moi qui m'occupe de la posture, je me dis que voilà, les mafias utilisent aussi ça pour vraiment soumettre les femmes.
des femmes de l'Est, des pays de l'Est ont des fois été violées avant, etc., dans des viols collectifs en amont dans les pays d'origine. Pour les femmes africaines, c'est pas ce genre de technique qu'on observe. Ça arrive qu'il y en ait qui ont été violées, ou même dans leur enfance, pas forcément par les mafias, mais qui ont été violées au pays ou victimes d'inceste, ça oui. Mais cette technique du vaudou, dans les pays de l'Est, ça n'existe pas. Et c'est très fort, très prégnant, parce qu'on est face à des personnes qui ont très très peur de rompre des pactes qui ont été scellés au pays, avec des sacrifices, du sang, etc., très marqués par ces cultures. Et pour nous, Européens, c'est vrai qu'on est très loin de ces pratiques. Il faut les connaître, mais on voit que ça a un impact dans la soumission, dans la façon de manipuler les femmes, très très grand. La peur que le confesseur revienne sur la famille si on rompt le pacte, c'est-à-dire si on dénonce, si on ose parler de la réalité. Donc ça, c'est une des façons d'organisation des mafias qui pour nous interpelle beaucoup et où on se sent bien petit face à ces pratiques culturelles qui, je crois, plus les gens sont pauvres, plus aussi elles ont une importance parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les jeunes femmes africaines, d'abord, elles sont très très jeunes, elles viennent de petits villages et la plupart d'entre elles n'ont pas été très scolarisées, pas beaucoup. Donc, il n'y a pas cette réflexion, il y a une certaine naïveté où on croit, on recherche l'argent, on croit à des promesses, mais voilà. Et quand on arrive ici, on se trouve piégé. C'est vrai que c'est une difficulté. Et ensuite, il y a toute la honte de se dire, mais ma famille attend beaucoup de moi. Et là, on sent aussi chez ces femmes le poids de la pression familiale, où on voit que ce sont des pays où l'aspect communauté est important et où on n'hésite pas à, entre guillemets, sacrifier une personne pour le bien des tas d'autres. Et ça entre dans les mentalités. On a des femmes qui trouvent ça normal, qui se disent, bah oui, mais aujourd'hui c'est moi qui vais les aider, et plus tard, quand ça ira mieux, que je les aurai aidés, celui qui réussira mieux m'aidera à son tour. Donc c'est un peu ce qui ressort, et c'est vrai que voilà, il faut travailler aussi avec ces impacts culturels qui malheureusement, je crois, sont détournés de leur usage de départ, mais là, ils sont détournés dans un esprit de mieux soumettre les personnes aux lois des mafias.